Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Le sommeil, on ne se le cachera pas, c'est probablement la chose que j'avais le plus envie de retrouver après la naissance de mes enfants. Au départ, je rêvais de 3 heures, 4 heures consécutives. Ensuite, une nuit complète. Coucher le bébé à 19 heures le soir et qui se réveille à 7 heures le matin. Wow, le rêve! Un rêve si grand que nombreuses sont les méthodes sur le marché actuellement pour entraîner nos enfants au sommeil, pour établir la routine parfaite du dodo. Eh bien, attention, la science nous démontre qu'il n'y a pas de méthode magique pour mener à l'endormissement de nos enfants, ni même pour leur faire une nuit complète. Alors, j'en discute aujourd'hui avec Amélie Fischer du Petit Monde, également avec Sarah Hamel, psychoéducatrice, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour, mesdames. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui parce que d'entrée de jeu, je vous dirais au secours. Au secours en tant que maman parce que je ne sais plus trop où me vouer quant au sommeil de mes enfants. Le nombre de livres, pour vrai, lorsque je faisais la recherche pour l'émission, j'ai voulu un peu dénombrer la littérature là, sur le sujet. J'ai rapidement abandonné parce qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup d'approches. Et très souvent, elles sont contradictoires. Lorsqu'on retourne, je trouve, un peu dans le temps, on nous parlait beaucoup. Bon, il y a eu toute la passe du 5, 10, 15 pour s'endormir. Il y a toute l'idée aussi de l'entraînement au sommeil. Mais là, je voudrais qu'on fasse le point aujourd'hui, en 2022. Vous, mesdames, dans vos approches, vous ne parlez pas du tout d'entraînement au sommeil. Pourquoi? Merci de nous recevoir d'abord. Pourquoi moi, personnellement, j'utilise pas du tout d'entraînement au sommeil? C'est parce que je considère que le sommeil, ça s'apprend pas. Je pense que tout le monde sait dormir, que les bébés savent dormir, quel que soit l'âge, en fait, les enfants aussi. C'est pas un apprentissage à effectuer. Le sommeil, c'est un lâcher-prise, c'est un état dont on a tous besoin à plein de moments pendant la nuit, pendant la journée, selon notre âge. Et c'est un état qui arrive parce qu'on se sent en sécurité. On ne peut pas plus lâcher prise que dans le sommeil. Donc, c'est particulièrement relié à la théorie de l'attachement, en fait, puis au fait d'être sécurisé beaucoup. Et c'est pour ça que, selon moi, il n'y a rien à apprendre, il n'y a pas de méthode à effectuer, il y a et c'est des gros guillemets, mais à sécuriser un enfant pour qu'il soit OK pour aller se laisser aller, parce que le sommeil, c'est une grosse séparation avec ses figures d'attachement principales. Donc, évidemment, il y a des choses qui sont liées au sommeil puis à la science du sommeil qui peuvent aider le sommeil puis favoriser le sommeil, mais je pense que c'est surtout une question d'attachement, puis ça va pas mal à l'opposé de la plupart des techniques d'entraînement au sommeil, justement. Donc, j'imagine, Sarah, tu es tout à fait d'accord avec ça, mais je vous relance justement sur le fait, on l'entend beaucoup et je dois l'admettre, même moi, je l'ai entendu de mon entourage, peut-être des gens un petit peu plus âgés qui se le sont fait dire aussi. Bon, bébé, ça va, mais là, il est plus vieux, arrête de le bercer avant de s'endormir ou arrête de le coller avant le dodo, il dormira jamais tout seul. Ça vient de où un peu cette idée-là, ce mythe-là? Parce qu'on vient d'en parler, ça prend de la sécurité pour se laisser aller dans le sommeil. Exactement. La capacité d'un enfant de trouver le sommeil, de s'apaiser, c'est directement lié à son sentiment de sécurité. Puis ça, c'est une phrase que je répète à peu près 75 fois par jour. Comment ça fait pour se sécuriser un enfant? Ben, c'est par la proximité. Mmh. Puis, c'est une grosse erreur de penser qu'un un enfant va être gâté parce qu'on lui offre cette proximité-là. La proximité, en fait, cette connexion-là, la chaleur qu'on donne à notre enfant, c'est un besoin fondamental au même titre que le besoin de manger puis de respirer. Puis je vais faire une petite parenthèse pour l'illustrer. Il y a une étude qui a été faite en 1958 là, par Henry Harlow, qui avait fait une étude sur des singes. Puis il avait isolé des bébés singes dans une cage avec deux
types de mamans de substitution. C'était des structures là, de bois. Une qui avait de la nourriture, en fait, une bouteille de lait, puis l'autre qui était recouverte là, de couverture douce et chaleureuse, puis il y avait une petite ampoule pour rendre ça plus chaud. Puis, tout le monde s'attendait à ce que le singe passe plus de temps sur la maman de substitution qui donnait de la nourriture. Mais finalement, pas du tout. Le bébé singe passait toute sa journée collé sur la maman qui était douillette et chaleureuse. Il allait passer juste le temps de se nourrir, il allait boire un petit peu, puis il retournait passer le restant de sa journée sur la maman qui était confortable. Puis ça a ouvert la porte à toutes les études sur l'attachement, puis ça a montré que le besoin de contact, le besoin de proximité, c'est à la base de la relation parent-enfant, puis c'est un besoin vital. Un besoin essentiel, exact. Et bon, je vous partage une tranche de vie, vous me direz, peut-être que vous allez dire que notre approche n'était pas la bonne. Je suis là justement pour apprendre des trucs moi aussi, mais avec nos enfants, moi j'en ai 3, 5 ans, 3 ans, 1 an, on n'a pas de formule magique. Par contre, jadis, lorsqu'on pouvait, on voyageait beaucoup en tant que famille. Donc, on s'est dit, mon conjoint et moi, comment pouvons-nous offrir justement une certaine sécurité à l'enfant, qu'il soit dans son lit, au chalet ou en voyage. Donc, bref, chez nous, on a mis en place une routine qui est la même tous les soirs. Le bain, ensuite l'histoire en famille, ensuite chaque enfant a un moment avec les 2 parents. Nous, bon, on adore les chansons, on revient sur notre journée, peu importe. Mais bref, tout ça pour dire que ce moment de routine-là, qu'on soit dans le party de Noël ou bien peu importe, il a lieu, c'est essentiel. Et je vous dirais... Bon, on a tous des mauvaises périodes, mais ça se passe généralement bien au niveau du sommeil. Est-ce que ce besoin de sécurité-là est donc comblé par la routine qui implique pas nécessairement de bercer ou autre? Je me permets de rebondir là-dessus, puis après, je te laisse aller, Amélie. En fait, c'est que ce que la routine apporte, c'est la stabilité puis la prévisibilité. Puis ça, c'est 2 facteurs qui sont nécessaires pour se sentir sécure. C'est très insécurisant de ne pas savoir ce qui s'en vient, quand ça change d'une fois à l'autre. Tu sais, si je te dis, là, Maggie, le mois prochain, ça se peut qu'il y ait une grève des garderies, là, puis que les garderies soient fermées pendant 5 jours. On ne sait pas quelle date. On ne connaît pas ça. On ne sait même pas que ça va arriver, mais peut-être. Mais là, tu vas être très insécure, tu vas stresser par rapport à ça. Parce que c'est imprévisible. Mais si je te dis telle date, telle date, telle date, il y a une grève de CPE, là, c'est le même événement. C'est la même chose, mais tu sais à quoi t'attendre. Fait que parce que c'est prévisible, c'est beaucoup moins anxiogène. Fait que la prévisibilité et la stabilité, c'est 2 vitamines qu'on donne à nos enfants quotidiennement pour les sécuriser. Et puis, ce que je peux ajouter aussi par rapport à ton exemple à toi, Maggie, ce que tu nous as donné, c'est que on pense souvent au sommeil comme juste un besoin normal qu'on a tous, mais pour l'enfant, c'est vécu surtout comme une séparation. Puis la séparation de la nuit, c'est pas mal la séparation la plus ultime d'avec les parents. Peu importe à quel point on est proche ou pas, finalement, ça reste que tu dis bye-bye à tes parents. Et intégrer dans la routine ce que vous faites, par exemple, je reprends votre exemple de s'assurer que chacun a du temps avec chacun des enfants, que c'est juste combler un peu son besoin de proximité avant, puis de contact, puis d'amour avant que la séparation ait lieu pour l'aider à mieux gérer la séparation aussi. Donc, essayer de se forcer à ne pas offrir de proximité à un enfant avant le dodo ou à lui imposer des choses qui impliquent la séparation, c'est l'opposé de ce qu'on essaye de faire, justement. On veut anticiper ses besoins en créant le plus de proximité possible avant même que le dodo arrive. Et c'est pas toujours juste une question d'endormissement puis d'endormir au sein ou dans les bras ou peu importe. C'est même dès la routine que ça se joue, justement. Donc, c'est excellent, en fait, ce que vous faites. Je compare le besoin de proximité à une chaudière, la chaudière affective, OK? Puis cette chaudière-là, quand elle est remplie, bien là, l'enfant, il est good to go. Là, il est capable d'aller explorer son environnement, de jouer sans toi. Il est capable d'être autonome, entre guillemets, parce que c'est un enfant, puis il est clairement pas autonome complètement, là, mais il est capable de tolérer une séparation avec sa figure d'attachement parce que sa chaudière est remplie à ras-bord. Mais si sa chaudière n'est pas pleine, là, il va embarquer dans des comportements de recherche de remplir cette chaudière-là. Puis il va s'arranger pour coller avec sa figure d'attachement. C'est tout à fait normal. C'est important de comprendre ça. C'est un peu comme la faim, finalement.
t'as faim, tant que t'as pas mangé, tu vas juste penser à ce que tu vas manger. Et puis, une fois que tu as mangé, ça y est, tu es rassasié. Ben, c'est un petit peu la même chose, finalement. Exact. Mm. Mais oui, mais pour revenir un petit peu, justement, Sarah, à l'étude dont tu faisais mention tantôt, bon, lorsqu'on parlait du mythe, par exemple, de bercer ou de s'endormir auprès de l'enfant ou de le faire dormir dans notre lit, le cododo, tout ça, d'où vient justement cette idée d'habitude? Parce que là, ce que je reçois de ce que vous me dites aujourd'hui, c'est mettons en place une structure, une routine et tout ça, des moments particuliers afin de sécuriser notre enfant pour que sa chaudière d'attachement soit la plus pleine possible pour qu'il puisse ensuite se laisser aller justement vers l'endormissement. Mais est-ce que les moyens qu'on met en place vont créer justement cette fameuse notion d'habitude ou c'est l'inverse? Si sa chaudière est pleine, il n'y aura pas ce besoin-là parce que lorsque les gens nous disent « tu vas le gâter », je le sais que ce qu'ils veulent au fond, bien que leurs commentaires soient maladroits, il y a une certaine notion de bienveillance, de « fais attention, tu ne veux pas être pris avec des choses qui sont mises en place qui ne correspondent plus à un moment donné à tes besoins ou à tes valeurs ». Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Je comprends, mais c'est justement ça qu'on essaie beaucoup de démystifier. La notion de mauvaise habitude. En quoi c'est une mauvaise habitude de bercer ton enfant? En quoi c'est une mauvaise habitude d'offrir de la proximité à ton enfant? En quoi c'est une mauvaise habitude de montrer à ton enfant que tu es là pour répondre à ses besoins à toute heure de la nuit, n'importe quand, qui peut se fier sur toi n'importe quand pour n'importe quoi? Tu sais, quand tu fais ça, tu es en train de mettre la table pour quand il va être ado, qu'il va aller dans un party. Moi, j'aime bien donner cette image-là, surtout aux papas. Je leur dis, imagine, là, ta fille est dans un party, puis elle n'avait pas le droit d'aller au party, mais elle y va pareil. Puis là, rendu là, il y a un gars qui est gossant avec elle, qui l'harcèle pas mal. Mais là, elle, là, tu veux qu'elle t'appelle, tu veux qu'elle soit capable de dire, là, il est 3 heures du matin, j'ai pas le droit d'être ici. Mon père voulait pas que je sois là, mais là, je suis dans la merde. Je vais appeler papa, il va venir me chercher, il va trouver une solution. Tu veux pas qu'elle dise faut pas que papa sache ça, il va me tuer. Non, non, non. C'est pas ça qu'on veut. On veut que l'enfant sache qu'on est là pour eux, qu'on est là tout le temps pour eux, pour n'importe quelle raison. On est toujours là pour eux. Ouais. Le lien de confiance, il se bâtit bien avant, justement, l'adolescence ou ces moments-là. Donc, ce sont par des petits gestes quotidiens comme ça. Exactement. On est en train de mettre la table pour notre relation future avec notre enfant quand on lui montre qu'on est là pour l'aider. Tu as de la misère à t'endormir, mon coco? Mais moi, j'en ai des solutions. Tu n'es pas tout seul là-dedans. Tes problèmes, c'est mes problèmes. On va passer à travers ensemble. Oui, puis je pense qu'il y a un gros mythe aussi qu'on passe beaucoup de temps à essayer de déconstruire, c'est que l'enfant est capable de s'auto-calmer tout seul. Puis je pense que ça fait partie de beaucoup de méthodes, en fait, qui nous sont vendues, justement, d'essayer d'apprendre à notre enfant à se calmer. Et pour ça, il y aurait telle chose à faire. Mais l'autorégulation, c'est pas quelque chose qui est accessible dans le cerveau des bébés. Les premiers mois, ça existe juste pas. Puis les rares bébés qui arrivent, c'est pas une question d'y arriver ou pas. Encore une fois, c'est pas une capacité, mais ceux qui ont besoin d'un peu plus d'espace puis de moins de présence parentale pour s'endormir, qui sont OK pour être dans leur bulle relax, en fait, ils sont assez rares. Puis c'est surtout une question de tempérament, mais c'est pas parce qu'ils sont meilleurs ou c'est pas parce qu'ils savent se calmer tout seuls. C'est juste une question de tempérament. Et donc, il y a beaucoup de ça aussi qui rentre en jeu, mais c'est pour ça que un bébé, pour se calmer, et donc pour aller à l'endormissement, pour passer de cette transition de je suis en mode actif à mon système s'éteint, puis je vais juste me reposer maintenant. Il faut qu'il y ait une transition qui soit calme, et pour ça, il faut qu'il ait un adulte calme qui co-régule avec lui pour le calmer, justement. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que mets-toi dans le lit, je te pose réveillé, à partir de maintenant, tu vas apprendre à t'endormir et donc à te calmer tout seul. C'est juste, ça n'a quand même pas de sens. Mais j'aime bien, Amélie, ce que tu dis, un adulte calme à ses côtés. Donc, je pense qu'en tant que parent, on a aussi notre devoir à faire peut-être sur l'horaire de la journée. Est-ce que, à la limite, on devrait peut-être prévoir le souper un peu plus tôt, restreindre la période, exemple, de jeu, faire le bain un peu plus tôt. Bref, pour laisser à cette routine du sommeil-là le temps. Parce qu'entre vous et moi, on travaille, on est occupé. Le soir, c'est aussi une période où nous, les parents, on est fatigués. Donc, c'est sûr que lorsque notre enfant dit « Viens te coucher à côté de moi » puis qu'il nous étire ça pendant 20 minutes, parce qu'il y a besoin, et je comprends qu'il y a besoin, mais que nous, on sait que la vaisselle n'est pas finie, qu'il faut faire les lunchs, la brassée de lavage nous attend, qu'on aimerait ça avoir 10 minutes sur le divan pour écouter notre émission. Et là, à un moment donné, ça se bouscule. Donc, est-ce que notre devoir serait peut-être de dire on va revoir l'organisation familiale ou l'horaire
pour se laisser ce temps-là avec notre enfant, qui est tout à fait normal et qui, honnêtement, est plaisant en tant qu'adulte. C'est un beau moment aussi pour être auprès de notre enfant, seul avec lui, jaser, échanger ou simplement en silence pour se calmer puis respirer. Oui, on pourrait en parler longtemps de ça parce qu'Amélie et moi, on avait fait un webinaire juste là-dessus, là, sur comment on peut réorganiser, comment on peut voir la routine du dodo différemment pour que, au lieu que ce soit une source d'irritant infini, là, de trouver le moyen que ce soit quelque chose de plus agréable. Puis j'avais parlé de l'exemple d'une cliente que j'avais eue qui voyait la période de dodo complètement différemment. Parce que, tu l'as dit, là, ça peut être un moment qui est agréable, mais la manière qu'on perçoit ça, ce moment-là, va teinter si ça va être une source d'irritant ou si finalement, ça va être quelque chose de le fun. Puis la cliente, elle avait décidé de faire sa méditation au moment où elle couchait son enfant. Fait qu'elle couchait son enfant, elle restait dans la pièce avec lui pour lui offrir la présence sécurisante que lui avait besoin. Puis elle en profitait pour faire sa méditation. Fait que c'était du me time. Elle pensait à elle, elle rechargeait ses batteries, puis elle pouvait rester là une demi-heure, ça ne la dérangeait pas. Elle était vraiment en train de relaxer, de recharger ses batteries, puis après ça, elle était fraîche comme une rose. Elle. Fait qu'elle avait quasiment hâte là, de se rendre à ce moment-là parce que c'était du positif. Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup aussi une question d'information qu'on reçoit, puis de l'information qu'on reçoit, puis ce qu'on sait sur le sommeil, puis donc les attentes qu'on a, c'est sûr que ça teinte un petit peu la perspective ensuite qu'on a, puis de nos besoins aussi, puis le fait qu'on s'en met tout le temps beaucoup sur le dos, comme si on a beaucoup de casquettes dans la vie, là, faut qu'on travaille, faut qu'on s'occupe de nos enfants, faut qu'on soit là pour le coucher, ils ont besoin de nous, mais on aimerait bien aussi avoir une vie de couple et puis voir nos amis, puis faire ça, puis faire ça. Puis tu sais, puis on voit que nos 24 heures sont remplies par tellement de choses parce qu'on essaye de tout faire. Donc oui, repenser l'organisation, c'est super important pour justement éviter d'être dans la précipitation constante au retour de la garderie, par exemple, où nos enfants étaient séparés avec nous toute la journée. Puis ça, c'est pas toujours pris au sérieux, mais c'est une grosse séparation aussi pendant la journée. Puis ils arrivent, puis là, tout est précipité parce qu'on a nos vies d'adultes et qu'on a plein de choses à faire, comme tout le monde. Et donc, la routine aussi devient précipitée. Puis là, on a des heures à respecter. Donc, c'est comme tout repenser ça. Puis pour ça, c'est sûr qu'il faut être au courant de c'est quoi qui va se passer au niveau du sommeil de notre enfant. Et donc, avoir des attentes aussi réalistes de là, ça se peut qu'en ce moment, ce soit un petit peu plus difficile. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça reste plus facile, plus agréable pour moi? Puis c'est des moments qui vont un jour s'en aller, qui seront plus là. Est-ce que je peux en profiter d'une certaine manière aussi, tu sais? Et là, j'aimerais vous plonger dans certaines mises en situation. Je sais qu'il n'y a pas de réponse universelle, mais j'aimerais quand même vous entendre, votre approche sur certaines situations qui nous arrivent au quotidien en tant que parents. Je prends l'exemple pour ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants peut-être entre 1 an et 2 ans, 2 ans et demi, le fameux moment de la transition de lit. On a établi une routine, il y a une certaine sécurité lorsque notre bébé tout petit est dans sa couchette. Au moment de passer au lit de grand, si on veut, c'est un grand changement, ça amène des étapes et parfois les enfants, donc pour manifester peut-être leur insécurité, vont avoir tendance à se lever et veut pas, avant, ils étaient dans une couchette. Là, ils peuvent avoir envie de pipi comme 22 fois ou vouloir aller chercher de l'eau. Mais là, je vous entends déjà me dire, il faut aller au-delà du symptôme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu me connais. Elle me connaît bien. Mais effectivement, il faut aller au-delà de ce qu'on voit. Ce qui est visible, c'est un enfant qui fait plus de demandes, qui se lève. Dans le fond, là, ton enfant, quand il fait ça, il recherche la connexion. Bien souvent, il veut rester connecté avec toi, il veut rester dans l'interaction. Puis on va le voir, là, il y a des enfants qui vont préférer que ça vire en chicane, là, de se faire. Ils savent, le papa et la maman vont lui dire là, tu restes dans ton auto parce que sinon je vais te chicaner. Puis là, ils vont menacer de conséquences puis plein d'affaires. Mais l'enfant va quand même y aller parce qu'il préfère ça que de simplement se séparer. C'est le besoin de connexion ici qui est souvent là, caché en arrière de ça. Fait que, il n'y a pas 100 000 façons là, de régler ça. Bien, c'est de répondre aux besoins de connexion. On revient à notre sentiment de sécurité. Là, on apporte un changement. L'enfant il est habitué de dormir dans sa bassinet. Là, du jour au lendemain, son monde s'écroule. Ses points de repère ne sont plus. Fait que ça, quand on perd nos points de repère, adulte comme enfant, ça crée d'insécurité. Puis comment ça fait pour se sécuriser un enfant?
Par la proximité! Mais justement, Amélie, j'aimerais t'entendre. Par proximité, un moyen dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est le fameux cododo. Autant chez les bébés que chez les tout petits, cododo, bon, soit l'enfant peut venir passer une partie de la nuit parfois après un cauchemar ou autre dans le lit des parents. Des fois, c'est les parents qui vont dans le lit des enfants. Là, certains n'aimeront pas ma question, mais quoi faire si en tant que parent, on n'est pas à l'aise avec ça? Je sais pas, on a un lit double, notre chum fait 6 pieds 2, on n'a pas de place, puis on aimerait ça comme pas avoir un torticolis toutes les nuits. On fait quoi? Ouais, c'est OK. Il y a plein de façons de faire, il y a plein de façons selon ce qui fonctionne pour la famille, selon la configuration, selon la place disponible dans l'appartement. Il y a bien des gens, tu sais. Bon, à la base, je suis éducatrice spécialisée, puis j'étais dans bien des familles qui étaient très, très, très défavorisées. Puis je peux te dire qu'il y en a des gens qui dorment juste dans une pièce avec beaucoup de personnes, puis qui n'ont pas toujours le choix. Donc, tu fais ce qui fonctionne pour toi et selon tes moyens, selon ce qui est disponible. Mais à partir du moment où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est pas pertinent non plus de se forcer à le faire si c'est quelque chose qui nous stresse, nous. Tu sais, tu peux offrir de la proximité quand même à ton enfant. Tu pourrais, par exemple, installer un matelas par terre pour lui, puis installer un matelas à côté pour toi, puis que vous soyez dans 2 espaces séparés pareil. Tu pourrais comme mettre un contour autour du matelas de ton enfant si jamais il a besoin de se sentir contenu, enveloppé par quelque chose quand même, puis que la transition du lit à barreaux, c'est un petit peu trop compliqué vers quelque chose d'un peu plus ouvert comme le matelas de sol. Tu pourrais, tu sais, donc, c'est ça, il y a plein, plein de choses à faire. Il y en a qui décident de se lever puis de changer de pièce la nuit pareil, puis de sécuriser l'enfant parce que tu réponds systématiquement, jusqu'à ce qu'il prenne pour acquis que quand il aura besoin de quelque chose, ça va être répondu de toute façon, ce qui fait qu'il a moins besoin d'appeler. En fait, c'est ça aussi l'attachement. Et tu sais, il y a quelque chose aussi sur lequel on se concentre beaucoup, c'est qu'est-ce qui se passe là tout de suite maintenant, mais on ne se concentre pas sur le après. On n'anticipe pas les besoins avant qu'ils arrivent. C'est-à-dire que pendant la routine du dodo, tu sais, on dit bonne nuit, on lui dit qu'on l'aime. Est-ce qu'on passe du temps à lui expliquer qu'on va rêver de lui cette nuit? Est-ce qu'on passe du temps à lui dire qu'on a hâte de le retrouver le lendemain matin, de faire telle activité avec lui? Est-ce qu'on lui ouvre la porte, on lui donne une invitation en lui disant quand tu vas avoir besoin de moi cette nuit, regarde, tu sais que je vais venir te voir. Tu sais, les enfants qui viennent beaucoup visiter les parents là dans la nuit, dans leur chambre, alors qu'ils sont dans leur espace, est-ce qu'on leur ouvre la porte en leur disant, regarde, j'ai installé un matelas au sol pour toi dans ma chambre, tu peux venir quand tu veux, ou alors dès que tu vas m'appeler, je vais venir te voir, tu le sais. Est-ce qu'ils savent d'avance que leurs besoins vont être répondus? Tu sais, donc on est beaucoup dans le moment, mais je pense qu'il y a une question aussi d'anticipation qui est vraiment intéressante pour les aider à mieux gérer la séparation aussi, puis on ne se concentre pas assez là-dessus, j'ai l'impression. J'aime beaucoup. Et justement, est-ce qu'on pourrait dire que le tempérament de notre enfant a un impact? Parce que tantôt, on le disait, moi, j'en ai 3. Ma plus vieille, c'est une indépendante, très jeune. À 3 mois, elle dormait dans sa couchette et il n'y a pas eu d'entraînement ou de pirouette particulière. Elle dormait. Et c'est un enfant qui se lève très peu. Même, elle a 5 ans, elle va faire son pipi la nuit, elle se recouche. Elle a pas beaucoup besoin de nous à ce niveau-là. Par contre, mon deuxième, lui, il y a eu une période où toutes les nuits, pas mal toujours à la même heure, il se levait, il voulait du cododo, il venait avec nous. Bref, là, ça a diminué, la demande est moins présente. Mais tout ça pour dire que le tempérament de l'enfant, est-ce que c'est un facteur déterminant, justement, dans ses besoins au niveau nocturne? Absolument, absolument. Puis, tu le dis, Maggie, là, il y a le tempérament il y a des enfants qui naissent avec une prédisposition à l'insécurité. C'est des enfants qui ont besoin d'être sécurisés davantage. Puis ces enfants-là, si on ne répond pas à leurs besoins d'être sécurisés, puis qu'on insiste, non, 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 là, tu es capable, tu vas dormir tout seul, moi, c'est pas vrai que je vais me lever, là, ben là, on leur trace le chemin là, vers les problèmes d'anxiété plus tard. Là. Fait que c'est vraiment important de revenir aux besoins. L'enfant a besoin d'être sécurisé. Il y en a qui en ont besoin d'un peu plus, il y en a qui en ont besoin d'un peu moins. C'est comme une moyenne, cette affaire-là, mais on reste dans la courbe normale. Là, tu sais. Mais je crois que oh, excuse-moi, mais... Hein? Ben, c'est que l'un des problèmes, c'est que le discours qu'on reçoit souvent, c'est que c'est soit tu dois laisser pleurer ton bébé et faire quelque chose que tu n'as pas tellement envie de faire ou que tu n'es pas à l'aise, mais il faut le faire pour que si tu ne fais pas ce genre de choses, ça veut dire que tu vas te sacrifier. On a l'impression que c'est soit tout noir, soit tout blanc. Donc, les gens, ils n'ont pas l'impression qu'il peut y avoir des compromis. Puis, on voit aussi beaucoup d'histoires de parents qui se retrouvent avec des enfants encore dans leur lit alors qu'ils ont 5 ans, mais qui n'en peuvent plus. Et donc, tu sais, on lit toutes ces histoires-là sur Internet
Et est-ce que des fois, c'est pas aussi une peur des émotions que nos enfants, ils ont? On a ce discours-là de c'est soit laisser pleurer un bébé, soit les méthodes sans pleurs. Mais c'est pas vrai que quand on impose un changement à un enfant, il va pas pleurer. C'est évident qu'il va avoir des émotions. Je pense que nous aussi, on a peur d'accompagner l'émotion où ça nous renvoie à certaines choses peut-être. Puis on aurait peut-être intérêt à faire un travail aussi sur nous des fois pour savoir c'est quoi qui se passe quand il a des émotions, accepter qu'il en ait, puis savoir comment l'accompagner pour pouvoir changer quelque chose, puis pas avoir à se sacrifier, justement. Et peut-être revoir aussi en tant que parent notre vision du sommeil. Je ne sais pas pour vous, mesdames, mais même moi, en tant qu'adulte, lorsque je reviens de vacances et c'est ma première journée au travail, je dors pas bien. Lorsqu'il y a des changements, je dors pas nécessairement bien. Lorsque je me sens anxieuse, donc acceptons aussi que nos enfants vivent toutes ces émotions-là, eux aussi. Donc, on ne peut pas s'attendre à avoir un sommeil linéaire. Mais là, le temps file en terminant rapidement. Si, malgré tout, certains parents qui nous écoutent se sentent démunis, sont épuisés, ça fait des années qu'ils n'ont pas dormi une nuit complète, avez-vous justement trucs, astuces, webinaires à conseiller pour peut-être les accompagner? Parce qu'entre vous et moi, le manque de sommeil, ça a vraiment un impact sur notre vie entière. Ben, on n'a pas de, tu sais, comme on l'a dit, il n'y a pas de truc one size fits all parce que chaque situation est unique, chaque besoin derrière le comportement est unique. Fait que ça demande quand même une consultation avec un professionnel qui va être capable d'aller voir au-delà du comportement. C'est pas dans les livres, je pense, qu'on va trouver cette réponse. Non. Puis il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. Des fois, tu sais, un enfant qui dort juste jamais, c'est parce qu'en fait, il est inconfortable physiquement. Puis il faudrait regarder la question avec des professionnels de santé. Puis c'est pas du tout une question d'apprentissage. Des fois, c'est du stress, des sensibilités particulières, mais on n'a pas pris le temps de regarder, on était dedans, puis tout ça. Des fois, c'est le rythme de la journée qui convient pas. Des fois, c'est des questions de limites aussi. À partir d'un certain âge, on peut poser des limites bienveillantes, un cadre qui sécurise l'enfant. Ça aussi, ça sécurise l'enfant. Mais on a peur de poser des limites. Il y a des façons de le faire avec respect aussi pour l'enfant. Donc, tout ça, c'est pas juste parce que le sommeil est difficile qu'il y a une réponse unique. En effet, il y a tellement d'enjeux qui font que le sommeil est difficile qu'il faut prendre le temps de regarder. Et donc, en effet, c'est pas dans les livres qu'on va trouver la réponse, malheureusement. Moi, j'aimerais ajouter, quand vous recevez une recommandation, justement, quand votre enfant fait ça, faites ça. Oui. Ben, méfiez-vous. Ding, ding, je devrais allumer une... C'est donc, juste pas possible. C'est pas possible. Justement, premièrement, si vraiment c'est majeur, n'hésitons pas à en parler à notre médecin de famille, à notre pédiatre d'entrée de jeu. Et si vous sentez que vous avez besoin d'accompagnement, c'est possible. Entre autres, les psychoéducatrices, il y a une foule de spécialistes disponibles, mais peut-être ce que je vous inviterais à faire, c'est faire des recherches avant, afin de trouver quelqu'un qui a une approche bienveillante et dont l'approche vient répondre à vos valeurs de parents, pour ne pas justement avoir à poser des gestes qui viennent peut-être à l'encontre de notre ressenti. Oui. C'est important de faire confiance à la personne à qui on parle. Absolument. Puis quand on vous promet des résultats, ça aussi. Méfions-nous. La recette miracle en 8 étapes faciles, c'est probablement pas une bonne idée. Ça passe trop vite. Merci beaucoup, mesdames. Dans le segment coup de cœur de cet épisode sur le sommeil, pour moi, c'était indéniable que je devais vous parler de livres de lecture. Parce que chez moi, le livre fait partie de la routine du dodo de mes enfants. Même mon petit bébé d'à peine 1 an sait tourner les pages des livres. On se regroupe dans le lit des parents, on fait un choix de livres communs et on le lit à toute la famille. C'est un moment où le temps s'arrête, où on met vraiment les bases vers le sommeil. Et je tenais à vous présenter aujourd'hui une entreprise québécoise, Ton livre, ton histoire par Chapeau Melon. Je discute aujourd'hui avec sa fondatrice Isabelle Leblanc. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Merci d'être là. D'abord, dites-moi, d'où vous est venue l'idée de créer des livres personnalisés? Oui, en fait, ça fait plusieurs années. C'est vraiment, là, moi aussi, le livre a toujours tenu une place très grande dans notre vie familiale. Puis, quand mes enfants étaient petites, donc j'ai 2 filles, tous les soirs, comme vous, en fait, on faisait la lecture d'histoires avant d'aller dormir. Puis, je m'amusais souvent à changer le nom des personnages des histoires pour intégrer leur nom à elles. Et puis, ça l'amenait une certaine magie, dans le fond, là, au cours de l'heure du conte.
Puis de là m'est venue l'idée, en fait, de créer des histoires où on pourrait intégrer l'enfant qui se fait lire le conte, dans le fond, comme personnage principal. Oui, donc notre enfant se retrouve vraiment au cœur de l'histoire que vous élaborez. Mais dites-moi, vous devez avoir une équipe avec vous. Je voyais sur votre site, il existe plusieurs scénarios possibles pour notre enfant. Oui, en fait, j'ai écrit jusqu'à maintenant 12 histoires différentes. En fait, je suis seule à la barre de mon entreprise, donc je suis l'autrice des histoires, mais je travaille avec des collaborateurs externes, comme je travaille avec des illustratrices québécoises, dont Josée Tellier. Donc, c'est des femmes de très grand talent, en fait, là, qui illustrent mes histoires. Puis, c'est de cette façon-là que je réussis à créer là, plusieurs histoires sur différentes thématiques. En fait, là, j'ai des histoires fantastiques, mais j'ai aussi des histoires pour accompagner des enfants dans différentes étapes de leur vie, aussi dans les épreuves, donc comme la rentrée à la maternelle. Donc ça, c'est une étape importante pour les enfants, donc pour les préparer à la rentrée scolaire. Ça peut être aussi pour les préparer à l'arrivée d'un nouveau petit bébé dans la famille aussi. Donc ça, c'est un autre type d'histoire. Puis, j'ai bien sûr des histoires fantastiques, donc qui sont vraiment juste pour stimuler l'imaginaire des enfants. Puis, on a aussi des histoires sur le deuil. Donc ça, j'ai travaillé avec une autre autrice. Donc, pour accompagner les enfants lors de la perte d'un être cher ou d'un animal de compagnie. Comment ça fonctionne de façon concrète? On se rend sur le site web de ton livre, ton histoire par Chapeau Melon. Est-ce qu'on y inscrit des informations? Comment on peut vous nourrir afin de personnaliser le livre? Oui, en fait, bien, chaque histoire est vraiment créée sur mesure dans mon atelier. Comment ça fonctionne? C'est que on va sur la boutique en ligne, tonlivretonhistoire.ca. Puis là, on sélectionne l'histoire qu'on désire. Puis, suite à la sélection, il y a un petit formulaire qui s'affiche. On remplit les informations qui sont demandées. Puis, on ajoute au panier et on envoie tout simplement. Moi, je reçois les informations. Puis, avec ça, je personnalise l'histoire avec les informations qui ont été données. Puis, ensuite, le livre est produit puis est envoyé dans la semaine suivante, en fait, par la poste. Oh, donc c'est assez rapide. Une belle suggestion, par exemple, pour l'anniversaire d'un enfant ou, vous l'avez dit, lorsqu'il y a des moments importants dans la famille. Et je voyais d'ailleurs sur votre site que lors de la vente d'un livre, il y a toujours un montant qui est remis à une fondation selon, j'imagine, la thématique qui est choisie par le parent. Pourquoi c'est important pour vous de redonner? Bien, en fait, en tant qu'entrepreneur, moi, mon objectif, en fait, ma mission, c'est vraiment de faire une différence dans la vie des enfants. C'est sûr, du côté littérature, du côté aussi de nourrir leur imaginaire, mais je trouve ça important de m'impliquer en tant qu'entreprise dans des organismes, en fait, qui jouent un rôle auprès de l'enfance. Donc, pour moi, ça va de soi, en fait. Je trouve que c'est une belle façon de redonner à la société. Puis, je m'associe à des entreprises comme, pas des entreprises, mais plutôt des organismes qui viennent en aide aux enfants, que ce soit Opération Enfant Soleil ou, dans le fond, Deuil Jeunesse. Dans le fond, je redonne un montant par livre vendu, tout dépendant là, du titre choisi, bien sûr. Et selon vous, là, pour un parent qui est à la maison, on le sait, l'offre est quand même assez importante et généreuse. Tant mieux, on a le choix de se procurer plusieurs livres. En quoi votre livre peut faire une différence, par exemple, chez un enfant qui a peut-être moins d'intérêt pour la lecture? Le fait d'être au cœur de l'histoire, là, selon votre expérience, qu'est-ce que ça peut amener de plus chez l'enfant? Oui, bien, en fait, c'est ça, la mission de Ton livre, ton histoire, c'est de donner la piqûre de la lecture aux enfants. Puis, avec tous les commentaires que je reçois de parents, d'enseignants, d'éducateurs à l'enfance, donc, me disent vraiment que l'enfant, quand il réalise ce qui est dans le livre, même les très jeunes enfants, quand le parent ou l'adulte lit l'histoire à l'enfant, il y a comme une petite magie qui se crée, puis l'enfant redemande souvent la lecture de ce livre-là. Donc, il se crée un lien entre, dans le fond, la lecture, puis l'enfant. Puis, c'est vraiment ça, là, c'est
de développer le goût de la lecture, mais aussi de partager l'amour des livres aux enfants. Et souvent, ils ne savent pas lire, mais ils savent quand même reconnaître leur nom à partir de 3 ou 4 ans. Donc, ils arrivent quand même à voir que leur nom se retrouve dans le livre. C'est la première chose qui, dans le fond, quand ils se font raconter l'histoire, parce qu'ils sont quand même assez jeunes, comme vous dites, là, vers 3-4 ans, quand ils commencent à écrire, sont capables de lire leur nom. Fait que c'est vraiment la première chose que les enfants voient. Puis, je m'assure que, en fait, le nom de l'enfant revient très souvent dans l'histoire. Donc, pour que l'enfant, à chaque page, l'enfant va reconnaître son nom. Fait qu'il va toujours être curieux d'aller découvrir à la page suivante. Mes histoires sont quand même assez longues, en fait. Peu importe l'âge, étant donné que je veux que les histoires puissent convenir pour toutes les années à venir. Donc, si on offre un livre à un enfant de 2 ans, il va pouvoir continuer à la lire jusqu'à temps qu'il ait 8 ou 9 ans. Donc c'est vraiment de cette façon-là que je crée mes histoires, mais l'enfant va toujours être présent à chaque page. Donc, j'intègre des éléments aussi qui l'entourent vraiment pour qu'il puisse reconnaître son univers. Donc, en bas âge, on peut, si on veut, segmenter l'histoire selon les minutes qui nous restent de disponibles avant le dodo et éventuellement, il sera capable de par lui-même de lire le livre seul et au complet. Alors, Madame Leblanc, merci beaucoup d'être une entrepreneure qui a de si belles idées et également qui redonne à la communauté. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Sarah Hamel, psychoéducatrice, et Amélie Fisher, aussi connue sous le nom de Amélie Petit-Monde, qui est spécialiste du sommeil et du bien-être de bébé. Dans le segment Coup de cœur, vous avez découvert Isabelle Leblanc de l'entreprise Ton livre, ton histoire par Chapeau Melon. Merci, mesdames, pour votre implication auprès du sommeil de bébé. Mon nom est Maggie Bélanger. Afin d'en savoir davantage sur le balado, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et d'ici là, n'oubliez pas, ensemble, soyons à la hauteur de nos tout-petits.